Plébéiens contre patriciens. Entre 509 et 287 à Rome avant Jésus-Christ. 509 avant Jésus-Christ. C'est la date traditionnelle de la chute de Tarquin le Superbe, les débuts de la République romaine, contemporaine de la démocratie athénienne. Mais si Athènes ne fut jamais qu'une cité, Rome intégra son immense empire dont fit partie Athènes. En 27 avant notre ère, Caius Iulius Octavianus, Octavien, fils adoptif et héritier de César, prend le titre d'Auguste. Entre ces deux dates, le fait le plus évident est la conquête, et plus importante encore que la conquête, la transformation d'une grande partie des habitants du territoire conquis, par exemple, presque tous les hommes libres d'Italie, en citoyens romains. Hommes, femmes et enfants, ils sont alors peut-être 5 millions, chiffre énorme pour l'Antiquité. Dans le reste de l'Empire, les citoyens romains sont une minorité privilégiée. De violents conflits sociaux, dont l'objectif est d'abord et avant tout la terre, opposent cette masse à la masse des non-citoyens. Esclaves, alliés, population soumise, mais traversent aussi le groupe des citoyens, conflit entre les ordres patriciens plébéens, chevaliers et sénateurs, conflit entre les classes, les riches et les pauvres, les patrons et les clients, conflit entre les factions politiques, optimates, partisans de la République nobiliaire, populares, qui s'appuient sur des masses citoyennes, notamment les soldats, soucieuses d'égalité plus que de liberté politique. Le présent livre, intitulé « Conflits sociaux en République romaine », a été publié pour la première fois en anglais en 1971 et a été traduit en français en 1979 et publié chez Maspero. Les premiers temps de l'histoire de Rome sont obscurs. Les récits modernes se contredisent volontiers et, à un certain degré, ne reposent tous que sur des conjectures. Jusqu'au IIIe siècle, Rome retient peu l'attention du monde grec contemporain, et la première chronique romaine de la cité, œuvre d'un patricien, Fabius Pictor, ne fut rédigée que vers l'an 200. Ne subsiste de son œuvre et de celle des annalistes plus tardifs de l'époque républicaine que quelques fragments. C'est principalement des histoires de Tite-Live et de Denis d'Halicarnasse, écrites au temps d'Auguste, que provient notre connaissance de la Rome antique. Ces histoires s'appuyaient surtout sur des annales composées après les Gracques ou Sulla. À quel témoignage avaient accès Fabius et ses successeurs eux-mêmes? Il y a lieu de s'interroger sur ce point. À la chute de la monarchie, les Romains connaissaient certainement l'écriture. Les lois et les traités étaient consignés par écrit. Pourtant, ils croyaient eux-mêmes que la plupart des documents plus anciens avaient été détruits lors du sac de Rome par les Gaulois, vers 390. Bien que quelques textes qu'on croyait antérieurs à cet événement aient été préservés par d'anciens auteurs, on peut mettre en doute ou la date à laquelle on les attribuait, ou bien leur authenticité, sauf en ce qui concerne les nombreux fragments des 12 tables, le Code des lois, datant de 450 environ, que les jeunes Romains apprenaient par cœur. Ces documents restent le témoignage le plus précieux dont nous disposions sur le 5e siècle. Les Romains avaient coutume de dater les événements importants, d'ordre légal ou autre, d'après les noms des consuls alors en charge. On disait, par exemple, d'un événement que nous plaçons en 63, qu'ils étaient produits sous le consulat de Marcus Tullius Cicero ou de Caius Antonius,
Il fallait donc posséder, pour les commodités de la vie courante, une liste des premiers magistrats, et cette liste, les fastes, est censée remonter à 509. Elle constituait la base chronologique des annales romaines, ainsi appelée parce qu'elle relatait les événements année par année. Elle est probablement juste pour l'essentiel, et pratiquement dès le début. Le collège religieux des pontifes publiait également, sur des tablettes blanchies, des rapports quotidiens annonçant certains événements. Leur contenu fut réuni et publié vers la fin du IIe siècle. La version publiée prétendait partir de la fondation de Rome et contenait, à l'évidence, de nombreuses légendes ajoutées plus tard à des relations de faits réels qui, peut-être, ne remontaient pas au-delà de 300. En outre, selon Caton, ces tablettes regorgeaient de ce qu'il nommait des banalités, d'observations sur les disettes ou sur les éclipses, et ne devaient guère être utiles à ceux qui, comme Fabius, désiraient écrire une histoire politique. Il paraît hors de doute que les premiers analystes s'appuyaient essentiellement sur la tradition, plus particulièrement sur celle que perpétuaient les grandes maisons, où on la transmettait oralement de génération en génération. Lorsqu'un noble romain mourait, des hommes portant les masques de ses ancêtres et leurs vêtements officiels suivaient le cortège des funérailles et un proche parent ou un ami prononçait un éloge funèbre dans lequel il célébrait non seulement les hauts faits du défunt, mais également ceux de ses mêmes ancêtres. Mais la tradition orale subissait souvent des distorsions dictées par l'orgueil familial ou patriotique, ou même par la malveillance d'une maison envers une autre. Elle était également enrichie par ce don que possédaient les Romains d'imaginer des histoires aux détails pittoresques, dont, à l'inverse des Grecs, ils n'exploitaient pas dans des mythes chantant les dieux ou les héros, mais avec des personnages réels ou imaginaires dans un contexte historique précis. Ces histoires comportaient souvent un enseignement politique ou moral. Les annales de Fabius contenaient déjà nombre de pures légendes sur la période monarchique. Il ne s'y étendait pas beaucoup sur les premiers temps de la République et ses successeurs enrichirent énormément son récit à une époque où il était encore moins facile de relater des souvenirs précis. L'imagination s'enrichissait de l'expérience contemporaine. On peut y déceler des anachronismes. La propagande politique du temps des Gracques ou de Sulla se voyait transférée dans le passé lointain. Dès lors, chercher à reconstituer des faits survenus au 5e et 4e siècle peut apparaître une entreprise désespérée. Cependant, la tradition peut être corroborée à l'aide de témoignages fragmentaires provenant de sources différentes. Des extraits de l'ancien rituel, l'origine des termes techniques, les caractéristiques des institutions historiques de Rome qui, à elles seules, révèlent quelque chose de leur passé, les analogies avec d'autres peuples. Bien des récits des analystes doivent être rejetés pour leur incohérence, beaucoup d'autres mis en doute parce qu'il est peu probable qu'on ait pu conserver le souvenir des détails racontés. Les arguments et les slogans des chefs de parti, de nombreux détails pittoresques sur les conflits politiques et sociaux ne peuvent souvent servir à reconstituer que l'histoire des époques plus récentes. Certains historiens accordent leur confiance à des données choisies et les utilisent pour discréditer les points principaux de la tradition. Ce faisant, ils ne conservent que ce qui est à leur gré et présentent un récit aussi fantaisiste que celui de Tite-Live, sans être aussi plaisant pour autant. Mon propre essai, en revanche, qui tient les détails en suspicion, conservera délibérément les grandes lignes traditionnelles. Rome, dit-on, était en ses débuts gouvernée par un roi élu. À sa mort, son pouvoir passait à un roi par intérim, un interroi, dit le latin, jusqu'à ce qu'un successeur permanent fût nommé. Des analogies confirment cette vue traditionnelle et la République connut encore des interrois qui organisaient les élections annuelles si les deux consuls sortants
avait omis de le faire. L'élection d'un roi exigeait le double assentiment du peuple en armes, qui votait par acclamation, et du Conseil des Anciens. Car on peut interpréter le mot Sénat pour ce temps dans son sens étymologique, bien que, sous la République, des hommes de 30 ou même de 25 ans y fussent admis. Le Sénat semble, à l'origine, avoir été constitué par les chefs de famille, ce qui explique le terme de patres, père, par lequel on le désignait également. Au temps historique, cependant, un père et un fils pouvaient siéger côte à côte. Les sénateurs constituaient le Conseil royal, mais, comme les magistrats sous la République, le monarque n'était pas lié formellement par leur avis. Il possédait le droit de prendre les auspices, c'est-à-dire de s'enquérir de la volonté des dieux au moyen des rites consacrés. Et c'est probablement à sa qualité de médiateur auprès du ciel qu'il devait sa toute-puissance sur la terre. Il était chef suprême dans la guerre et, comme juge, avait droit de vie et de mort. Ses prérogatives militaires et judiciaires étaient résumées par les Romains dans le terme imperium. Le général était un imperator, mot duquel est dérivé notre empereur et que les Grecs traduisaient par autocrator, souverain absolu. Par nature, l'imperium était despotique, et les Romains l'opposaient fréquemment à la libertas, la liberté. Selon la tradition, le dernier roi, Tarquin le Superbe, exerça un pouvoir tyrannique et fut renversé par la noblesse. Dans la Rome historique, le seul mot de regnum, royauté, avait une résonance désagréable, et c'était le plus grave reproche que l'on puisse adresser à un homme que de prétendre qu'il y aspirait. Bien que certains l'aient contesté, il est extrêmement plausible que la tradition dise vrai et que la disparition de la monarchie fut imputable, non à un phénomène d'extinction progressive, mais bien à une révolution. Les Romains substituèrent au roi 2 magistrats, qu'on nomma plus tard des consuls, et qui ne conservaient leur charge qu'une seule année, sans pouvoir se faire réélire immédiatement. Ils héritèrent de la puissance royale, et Cicéron pouvait encore dire que leur mission essentielle était d'assurer la sécurité publique. En principe, ils pouvaient agir comme bon leur semblait. Mais le seul fait de n'être élu que pour un an entraînait de lourdes conséquences. On pouvait leur demander de rendre des comptes à la fin de leur mandat, dont la brièveté même les rendait certainement plus enclins à se plier aux volontés du Sénat. On était membre du Sénat à vie. Or, les magistrats étaient eux-mêmes sénateurs. Il était donc de leur intérêt, à long terme, de renforcer l'autorité d'un corps dans lequel ils jouissaient d'une voix permanente, plutôt que celle d'une magistrature qu'ils devaient abandonner si rapidement. Bien plus, par une clause étrange, en cas de désaccord entre les consuls, c'était l'avis négatif qui prévalait, et il fallait que les 2 consuls se missent d'accord pour passer outre à ces recommandations pour que le Sénat se trouvât véritablement aux prises avec des difficultés insurmontables. Ainsi, la collégialité affaiblissait-elle, par elle-même, la puissance de l'imperium, et, comme les Romains purent le constater, contribuait-elle à établir la libertas. Dans les situations graves, et jusqu'à la fin du IIIe siècle, les Romains continuèrent à désigner comme dictateur un seul homme pour exercer un pouvoir absolu. Mais son mandat était limité à 6 mois. Et l'aversion des Romains pour l'autocratie était si forte que personne, avant Sulla, n'osa jamais dépasser ce terme. Avec le temps, la multiplication des affaires rendit nécessaire l'élection annuelle d'autres magistrats. Des questeurs, pour s'occuper des questions financières, des édiles, pour exercer une surveillance sur les édifices publics, les rues et les marchés de la cité, et des préteurs, pour rendre la justice à Rome, puis, plus tard, pour gouverner les provinces d'outre-mer.
Il fallait gravir cette échelle des charges étape par étape, et c'est ce qu'on appelle le cursus honorum. On était souvent conduit à prolonger la période de commandement des consuls et des préteurs aux armées ou dans les provinces d'une ou de plusieurs années au-delà de leur durée normale. Ils devenaient alors proconsuls ou propréteurs. Ceux qui avaient déjà exercé le consulat pouvaient atteindre le sommet de la carrière des honneurs comme censeurs. Ils étaient chargés d'effectuer tous les 5 ans le recensement des citoyens, d'établir la liste des sénateurs, d'affirmer les contrats publics et de veiller à la moralité des citoyens. Mais les consuls demeuraient toujours les chefs de l'État. Ils n'étaient pas pour autant souverains absolus et ne détenaient pas la réalité du pouvoir. La souveraineté, en un certain sens, appartenait au peuple. C'est le peuple qui élisait les magistrats, déclarait la guerre, ratifiait les traités et votait les lois. Mais le peuple ne pouvait s'assembler que sur convocation de l'un des plus hauts magistrats, ne votait que sur la proposition qu'il décidait de lui soumettre, choisissait les candidats sur une liste qu'il avait établie à l'avance et devait se contenter d'accepter ou de refuser les propositions qu'on lui présentait. Quand bien même cette loi eût comporté des centaines d'articles, aucun amendement n'était recevable. Il y avait bien des débats préliminaires, mais on ne pouvait prendre la parole qu'à l'instigation du magistrat qui les avait organisés, bien que d'autres magistrats pussent également convoquer des réunions pour discuter et s'enquérir des opinions des diverses personnes présentes. Cet état de choses persista tant que dura la République. Les assemblées du peuple étaient d'ailleurs loin d'être démocratiques. Une majorité ne s'obtenait pas en comptant les votes par tête, mais par groupe. Il y avait différentes sortes d'assemblées. Nous ne parlerons ici que des comices centuriates, dans lesquels on votait par centurie, qui étaient à l'origine des bataillons de combattants. La répartition se faisait selon la fortune, et 98 centuries sur 193 furent tout d'abord constituées de citoyens appartenant à la classe la plus riche, ou, ce qui revenait au même, servant dans la cavalerie. Si leur assentiment était unanime, on ne prenait même pas la peine de faire voter les autres centuries. Les citoyens, qui ne possédaient virtuellement rien, les prolétaires, étaient rassemblés en une centurie unique qui votait en dernier, si toutefois on lui demandait de voter. Les comices centuriates se réunissaient rarement. On ne légiférait pas souvent, et plus tard, ce fut à une autre assemblée qu'il incomba normalement de le faire. Il était rare qu'on déclarât la guerre, qu'on s'efforçait, avec un souci plus ou moins scrupuleux de la vérité, de toujours présenter comme une guerre défensive. La tâche régulière et indispensable des comices centuriates était l'élection des magistrats, et c'était là, certes, une mission de première importance. Ces élections ne décidaient pas seulement du choix des dirigeants de l'État. Elles conféraient aux candidats heureux un prestige durable dans les conseils du Sénat. À Rome, le prestige, auctoritas, avait à peine moins de poids que le pouvoir officiel. Le Sénat, en tant que tel, en jouissait, ainsi qu'en son sein ses dirigeants, principes, qui devaient leur élévation tant à leur naissance ou à leur mérite qu'aux honneurs que le peuple leur avait conférés. Le Sénat et les principes possédaient la réalité du pouvoir. En vertu de son rôle théoriquement consultatif, le Sénat ne donnait pas d'instructions aux magistrats, mais leur suggérait une voie à suivre, s'il le jugeait bon. En pratique, ces suggestions ne pouvaient être méconnues. Les sénateurs se réunissaient fréquemment et discutaient de tout. Revêtus de leur prestige social et d'une expérience longuement acquise, ils assumaient la direction de l'État. Ils formaient, selon les termes mêmes de l'envoyé de Pyrrhos, roi d'Épire, une assemblée de rois. Et, pour Cicéron, une des règles incontestées de la Constitution exigeait que les magistrats fussent les serviteurs du Sénat. Au début de la République,
Les magistrats, à tout le moins, se recrutaient exclusivement parmi les patriciens, qui dominaient également le Sénat. On ne connaît pas l'origine des patriciens, ni celle du monopole de leur pouvoir. Ils constituèrent un ordre fermé tout au long de la République. Nul ne pouvait être patricien qui n'eût une ascendance mâle entièrement patricienne. Et, dans les premiers temps, ils tentèrent d'interdire tout mariage avec les autres citoyens, les plébéiens, c'est-à-dire les hommes du peuple, plebs. Cette distinction s'appuyait sur la naissance, non sur la richesse. Ce conflit entre classes ne peut s'expliquer que s'il existait des plébéiens riches. Mais, à l'origine, la fortune était sans nul doute davantage concentrée entre les mains des patriciens. Pour cette raison, et aussi parce qu'ils contrôlaient le gouvernement, les patriciens, tenus pour responsables de la misère des pauvres gens, étaient exposés à l'opprobre. Les riches plébéiens qui désiraient obtenir une part du pouvoir politique se faisaient, de temps à autre, les champions de leurs frères opprimés. Il fallut attendre l'an 366 pour que le consulat leur fût ouvert. Les patriciens étaient néanmoins très peu nombreux. Après 366, on en dénombre seulement 21 clans, dont certains étaient très restreints, et guère plus d'une vingtaine supplémentaires avant cette date. Leur diminution en nombre permet sans doute de comprendre pourquoi il leur fallut finalement céder. Mais il est très surprenant qu'ils aient pu se maintenir si longtemps. La seule explication à laquelle on peut penser réside dans les rapports de dépendance et de déférence qui, tout au long de la République, demeurèrent vivaces au sein de la société romaine. Le type de relation qui, aux yeux de l'aristocratie romaine, aurait dû prévaloir entre les classes, se trouva réalisé, si l'on en croit Velleius Paterculus, sous l'empereur Tibère. Je cite: « Les humbles lèvent sans crainte les yeux vers les puissants, tandis que les puissants ne considèrent pas les humbles avec mépris. » Fin de citation. Les liens existants entre patron et client allaient dans le sens de cet idéal. Sauf en ce qui concerne le patron et l'esclave affranchi, qui conservait des obligations légales envers son ancien maître, dans la Rome historique, ces liens n'avaient conservé qu'une valeur morale. Le client s'en remettait, expression encore utilisée par le vassal du Moyen-Âge, à la foi fides de son patron. C'était la bonne foi, le respect de la parole donnée, qui faisait l'orgueil des Romains et qui était à la base de nombreuses transactions exécutoires en droit. Mais son domaine ne se limitait pas à des actes susceptibles d'engendrer une procédure judiciaire. Elle exigeait également que les loyaux services fussent récompensés. L'avocat romain, que l'on appelait d'ailleurs patron, n'avait pas le droit de toucher des honoraires. Mais il pouvait espérer que ses clients satisfaits le remercieraient en lui rendant d'autres services, ou même en le couchant sur leur testament. En 30 ans, Cicéron reçut 5 millions de deniers par de tels laits. Moralement, patron et client étaient tenus de s'assister dans toutes les occasions autorisées par la loi. À toutes les époques, les patrons conseillèrent leurs clients sur le plan légal et témoignèrent au tribunal en leur faveur, ou proposèrent leur arbitrage pour régler, le cas échéant, leurs différends. Patrons et clients ne pouvaient porter plainte, ni d'ailleurs témoigner l'un contre l'autre. Les clients avaient le devoir d'accompagner leur patron dans les occasions publiques, rehaussant d'autant plus leur prestige qu'ils étaient plus nombreux, et ils votaient pour lui. Il semble que, dans les anciens temps, ils aidaient leur patron à constituer une dot, à payer amende ou rançon, à faire face aux frais électoraux. Au cours de la guerre civile, Pompée leva une armée composée principalement de ses clients, en 83. Et pendant les troubles des années 50, il les fit venir du Picénum et de Gaule cisalpine pour défendre sa personne et mener la bataille de rue contre des bandes adverses. Ces relations avaient un caractère héréditaire. Les familles les plus puissantes comptaient parmi leurs clients des villes de province et des princes étrangers, sans parler des riches romains n'appartenant pas à la classe des magistrats auxquels, par courtoisie, on ne pouvait refuser d'accorder le titre flatteur d'ami. Une personnalité pouvait mobiliser en sa faveur non seulement ses propres clients, mais aussi des citoyens dont il était alors l'allié.
De nombreuses communautés et de nombreux individus avaient cependant plus d'un patron. Si les patrons se brouillaient, il leur fallait choisir entre eux ce qu'ils pouvaient faire en fonction de l'intérêt public, qui, bien entendu, était censé toujours prévaloir sur n'importe quel lien d'ordre privé, de leur propre sécurité ou de leur avantage personnel. À l'origine, nous dit-on, tous les plébéiens étaient clients des patriciens. Et si, dès les premiers temps de la République, de nombreux plébéiens étaient, de toute évidence, libres de tout lien de clientèle, on peut concevoir qu'il s'agissait des descendants, des clients de rois bannis ou de familles patriciennes qui s'étaient éteintes. Les grandes maisons comptaient une suite nombreuse. La légende prétendait que les Fabii menèrent, 7 années durant, la guerre de la cité contre Véiès, avec l'assistance de leurs seuls clients. Les analystes pensaient que les patriciens étaient souvent soutenus par leurs clients contre le reste de la plèbe. Bien que cette croyance puisse avoir été suggérée par l'expérience d'époques plus récentes, davantage que par une tradition authentique, elle est selon toute vraisemblance exacte. Les liens entre patron et client étaient plus étroits à l'origine qu'ils ne le devinrent par la suite. Selon les 12 tables, un patron qui lésait son client était maudit et pouvait être tué dans l'impunité, règle qui tomba plus tard en désuétude. Un patron devait faire passer ses clients avant ses propres parents par alliance. Ce système de dépendance avait une importance politique incontestable au 1er siècle et dut en avoir davantage encore au 5e. Un tel système ne pouvait avoir pris naissance que dans une société où la puissance politique et économique était très inégalement répartie. Dès lors qu'il existait, il avait tendance à se perpétuer. Des liens acceptés sous une impitoyable contrainte acquéraient une force morale. À chaque génération, un petit nombre d'hommes échappaient à l'institution de la clientèle, grâce à leur réussite économique et sociale, mais d'autres y étaient réduits. Car le pouvoir était encore concentré en un petit nombre de mains, et les humbles avaient toujours besoin de protection. En particulier, la justice était toujours rendue par la classe supérieure. Les tribunaux pouvaient se laisser influencer, voire être sensibles au pot de vin. Les délais de justice jouaient contre les pauvres. De plus, un plaideur devait personnellement présenter un défenseur au tribunal et, s'il gagnait le procès, il devait faire exécuter la sentence sans pouvoir espérer bénéficier de la moindre aide du pouvoir coercitif de l'État. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si la plupart des gens avaient recours à la protection de patrons, sans l'appui desquels ils risquaient d'avoir peu de chances d'obtenir réparation de l'auteur, à la fois plus puissant et dénué de scrupules, du préjudice dont ils avaient été victimes. Nous pouvons dès lors imaginer que les patriciens conservèrent leur monopole aussi longtemps en raison du grand nombre de leurs clients. Mais peut-être existait-il une autre raison. Au dernier temps de la République, les candidats à la magistrature se présentaient rarement, pour ne pas dire jamais, sur un programme. Ils sollicitaient les voix en raison de leurs mérites personnels ou, quand ces mérites étaient insignifiants ou inconnus, comme cela se produisait assez souvent, en raison des services que leurs ancêtres avaient rendus à l'État. Cicéron dit que, je cite, « Nous tous, hommes de bien, favorisons toujours la noblesse. » Fin de citation. Bien qu'il fût lui-même un homme nouveau. Quelques parvenus étaient connus de l'électorat par leur talent. Aucun peut-être ne se distingua en soutenant par avance une politique populaire. Ils appartenaient tous à la classe aisée, puisqu'il était très coûteux de s'engager dans une carrière politique. Il était naturel que les électeurs préférassent, entre deux candidats riches, celui qui pouvait se prévaloir de la gloire de ses ancêtres. Au cours de la République, seuls les patriciens étaient nobles. Même lorsque la loi leur permit de briguer la magistrature, les riches plébéiens pouvaient difficilement rivaliser avec eux, à moins de se poser en champions du peuple, ce à quoi ils étaient rarement disposés, étant donné que leurs intérêts économiques étaient généralement ceux des patriciens.
En 366, à leur demande instante, on ordonna que l'un des deux consuls fût toujours d'origine plébéienne. Malgré cela, dans les années qui suivirent, les électeurs, au mépris de la loi, choisirent fréquemment deux patriciens. Sans son caractère oppressif, la puissance patricienne aurait pu durer plus longtemps. Il faut croire la tradition qui rapporte qu'un grave mécontentement existait parmi les masses, en partie dû sans doute à une récession économique au Ve siècle. Les petits fermiers s'endettaient constamment. D'après la loi des 12 tables, le débiteur qui ne voulait ou ne pouvait pas payer était exposé, en fin de compte, à être vendu comme esclave à l'étranger par son créancier. La tradition ne fait référence à aucune mise en esclavage pour une raison semblable, mais on parle souvent d'un mystérieux contrat connu sous le nom de nexum, par lequel le pauvre, pour rembourser ses emprunts, devait travailler sous la férule du riche. Il est non seulement question de fréquentes réclamations contre les créanciers, mais aussi de continuelles demandes de distribution de terres. Beaucoup de terres, on le sait, appartenaient à l'État, ager publicus, mais étaient exploitées dans leur quasi-totalité par ceux qui le dirigeaient, c'est-à-dire par les patriciens, et à leur profit. Sans doute, certains détails des récits relatant ces troubles furent-ils inventés plus tard, lorsque le peuple se mit à nouveau à réclamer la rémission des dettes ou la distribution des terres publiques. Mais il est bien peu probable que la tradition soit totalement fausse. Au IVe siècle, de fait, le nexum fut aboli, et il ne peut s'agir d'une invention anachronique due à l'imagination des annalistes. De plus, le droit de vie et de mort dont jouissaient les consuls en tant que juges semble avoir été exercé avec rigueur et de façon arbitraire. Non seulement l'exercice de ce droit est incontrôlable, mais les termes de la loi eux-mêmes, ainsi que les formes de la procédure légale, n'étaient pas publiés et n'étaient connus que du seul collège religieux des pontifes composé de patriciens. Ces prêtres étaient aussi éligibles aux hautes magistratures. La première agitation plébéienne à être couronnée de succès eut en fait pour but d'assurer à l'homme du commun une protection plus efficace contre les abus du pouvoir et ses tracasseries. En 494, selon les annalistes, une fraction importante de la plèbe se mit massivement en grève aux portes de Rome sur le mont Sacré et refusa de servir dans l'armée. Une sécession ou grève de cet ordre se produisit incontestablement en 287, et il faut donc qu'une action révolutionnaire semblable ait eu lieu en 494 pour expliquer la concession à laquelle les patriciens durent se résoudre, la création du tribunat de la plèbe. Les dits tribuns étaient des plébéiens élus pour un an par une assemblée répartie en unités de vote ou tribus. Elles correspondaient à des divisions locales de l'État, à l'origine au nombre de 4 pour la cité et de 17 pour la campagne avoisinante. Cette assemblée était réellement démocratique au départ, lorsque les tribus étaient d'importance plus ou moins égale. Les riches n'y possédaient aucune voix prépondérante. À l'origine, le rôle des tribuns était de protéger les petites gens de l'oppression des magistrats. Ils exerçaient cette fonction en s'interposant littéralement entre eux et leurs futures victimes, interquestio. Les magistrats n'osaient pas s'en prendre à leur personne qui était sacro-sainte. Cela signifiait que la plèbe tout entière avait fait le serment de les venger en lynchant quiconque porterait la main sur eux. Mais leur puissance ne s'exerçait que dans les limites de la cité. Hors les murs, le territoire romain était encore trop peu sûr pour qu'on souffrît aucune restriction au droit qu'avaient les magistrats d'agir à leur guise dans l'intérêt de la sécurité publique. Cette limite à la puissance des tribuns persista tout au long de la République, longtemps après qu'eut disparu sa raison d'être. En tant que dirigeants de la plèbe, les tribuns cherchèrent naturellement à étendre leur autorité de toutes les manières possibles. Ils convoquaient les comices tributes à des réunions où pouvaient être votées les résolutions qu'ils présentaient. À l'origine, ces plébiscita, dont nous avons fait le mot plébiscite,
n'était pas valable pour l'ensemble de l'État. Il ne pouvait acquérir force de loi que par un vote des comices centuriates. Et jusqu'en 339, ces derniers eux-mêmes n'avaient pas de pouvoir législatif sans l'aveu des sénateurs patriciens. Les plébiscita ne furent considérés comme des lois qu'en 287. À vrai dire, les analystes rapportent que cette innovation avait déjà vu le jour dès 449 et 339, et, à ce qu'on raconte, de nombreuses lois antérieures à 287 avaient déjà été proposées par les tribuns. Bien des hypothèses ont été avancées pour expliquer cette incohérence de la tradition, mais, quelles que soient les étapes intermédiaires qui ont pu exister dans le développement du pouvoir législatif des comices tributes, nous pouvons avoir la certitude qu'il fallut attendre 287 pour le voir solidement établi. Auparavant, le concours des comices centuriates ou du Sénat était nécessaire. Cela permettait aux patriciens de faire obstacle plus facilement aux volontés du peuple. Vers la fin de ce conflit entre les ordres, les tribuns avaient dérivé de leur droit de s'opposer aux actes d'oppression commis par les magistrats contre des particuliers, celui d'opposer leur veto à tout acte officiel d'un magistrat, y compris les propositions de loi, et même aux avis donnés à un magistrat par le Sénat. C'est ce qu'en vint à signifier le terme d'interquestio. Les tribuns avaient également le droit d'opposer leur veto aux actes d'un des leurs, et un seul d'entre eux pouvait théoriquement faire échec aux 9 autres. Cette prérogative dut subir une longue évolution qu'il est impossible de retracer, mais qui, très certainement, découlait de ce que les tribuns étaient soutenus par la force populaire. Les hellénistes racontent également qu'au début du Ve siècle, les tribuns cherchèrent à faire juger les patriciens par les comices tributes en exigeant la peine capitale. Il existe probablement un point de départ réel à ces histoires, car, d'après la loi des 12 tables, seuls les comices centuriates étaient compétents pour prononcer un jugement dans les cas où la peine capitale était encourue. Cette disposition législative s'explique mieux si l'on y voit un moyen d'interdire aux comices tributes toute nouvelle tentative d'exercer une sorte de loi du lynchage. On a rapproché ce fait du droit, dont tout citoyen était censé pouvoir bénéficier, d'en appeler au peuple contre une sentence de mort ou contre toute autre peine sévère infligée par les magistrats. On présume que ce droit, dit de provocatio, fut accordé ou confirmé par des lois en 509, 449 et 300. Historiquement, seule cette dernière loi semble attester. Elle se contente de stipuler qu'enfreindre le droit de provocatio sera un acte inique, sans toutefois prescrire l'application d'aucune peine. Au IIe siècle, on fit d'autres lois à ce sujet, et, selon la doctrine reçue, tous les procès pour crimes graves à cette époque étaient portés en appel devant l'assemblée centuriate, ce qui ne facilitait pas les choses. De plus, l'accusé avait toujours la possibilité d'échapper à la sentence en sortant de la juridiction romaine et en s'exilant avant que le verdict ne fût rendu. Tibour, donc Tivoli, et Préneste, Palestrina, constituaient par leur proximité un asile idéal. Mais on n'aurait jamais dû croire qu'un crime de droit commun tel que le meurtre ait jamais été jugé de cette façon. Et on a récemment avancé que la procédure décrite ne s'appliquait réellement qu'aux procès politiques, que l'accusation d'un particulier suffisait à faire juger la plupart des crimes de droit commun par des tribunaux dont la sentence était sans appel et qui livraient les condamnés à la vengeance de l'accusateur. Les magistrats, enfin, conservaient également le droit d'engager des poursuites et de rendre exécutoires les sentences sans appel à la condition qu'elles eussent été prononcées par un conseil judiciaire qu'ils avaient nommé. Quoi qu'il en soit, le droit qu'avait tout citoyen de faire appel n'eut vraisemblablement jamais grande valeur
à moins qu'il ne pût compter sur les tribuns pour le faire valoir, et il est peu probable qu'ils aient été disposés à protéger des malfaiteurs de droit commun. Ce n'est qu'à l'intérieur de la cité qu'un tribun pouvait s'interposer personnellement entre un magistrat et un simple citoyen. Pourtant, les tribuns acquirent un tel pouvoir politique qu'il fallait tenir compte de leur opinion, même dans les cas où l'affaire n'était pas de leur ressort. Un magistrat pouvait craindre d'être amené à rendre des comptes à l'un d'entre eux après s'être sorti de charge. Au plus tard, dès le IIIe siècle, les tribuns avaient obtenu le droit de poursuivre les délits politiques devant les comices centuriates. Or, une atteinte à la provocatio pouvait entraîner des poursuites de ce genre. De telles atteintes se produisaient effectivement, mais elles provoquaient une indignation immense et, de temps en temps, comme nous le verrons plus loin, la protection de la personne physique d'un citoyen contre la tyrannie d'un magistrat devenait à nouveau un sujet de grave discorde et d'agitation populaire. Les premiers efforts des tribuns tendirent à obtenir une plus grande égalité devant la loi. En 451-450, ils obtinrent la codification et la publication des lois. Je cite: « Quand les lois sont publiées, dit le Thésée d'Euripide dans les Suppliantes, le pauvre devant la justice vaut autant que le riche. Le faible peut répondre au puissant qui l'attaque et, s'il a raison, l'emporter sur lui. » Fin de citation. Ce résultat ne fut pas pleinement atteint en 451-450, ni d'ailleurs en quelque autre période ultérieure de l'histoire de Rome. Il ne suffisait pas que la teneur des lois fût connue quand les formules de la procédure légale restaient le secret des pontifes et qu'un plaideur pouvait être éconduit du seul fait qu'il avait commis une seule erreur de vocabulaire dans une formule, avoir employé un mot pour un autre, par exemple vigne pour arbre. Les règles de procédure ne furent publiées qu'en 304. En outre, la substance des lois était encore primitive et dure, bien qu'elle dût progressivement s'adapter à des besoins en évolution, non pas tant au moyen de nouveaux articles que par des modifications apportées par les magistrats sur le conseil d'hommes de loi, et, en vertu du pouvoir discrétionnaire de l'imperium, ces modifications étaient plutôt dictées par les intérêts communs de la classe supérieure à laquelle appartenaient leurs auteurs. Ainsi, les pauvres éprouvèrent-ils nécessairement de continuelles difficultés à obtenir réparation, ce qui explique l'importance persistante du patronage. L'une des règles des 12 tables, celle qui interdisait le mariage entre les ordres, fut abandonnée après l'agitation plébéienne de 445. À l'évidence, il y avait alors des plébéiens assez riches pour nourrir de l'ambition sur le plan social et des patriciens prêts à les satisfaire, attirés peut-être par de confortables dots. Le mariage entre ordres différents fut inévitablement perdre peu à peu aux patriciens le monopole du pouvoir. En effet, la conséquence immédiate fut que les plébéiens exigèrent l'accès aux magistratures. Pour des raisons inconnues, les patriciens choisirent de riposter en suspendant le consulat pendant la plus grande partie des 80 années qui suivirent et lui substituèrent un collège de tribuns militaires, officiers de corps revêtus de la puissance consulaire. Les plébéiens étaient éligibles, mais, en pratique, rares furent ceux qui réussirent à être élus. Cette expérience convainquit les riches plébéiens que leur seul recours était d'obtenir qu'au moins l'un des deux consulats annuels fut accessible aux patriciens. Ils obtinrent finalement satisfaction en 366, après une longue agitation menée par les tribuns Licinius et Sextius. Ils furent, à ce qu'on dit, réélus pour une durée de 10 ans et empêchèrent à plusieurs reprises l'élection de tout autre magistrat, entravant ainsi toutes les affaires publiques. Cela est difficile à croire, mais il est probable qu'on connut alors une période d'anarchie,
Peut-être le droit des tribuns d'opposer leur veto à tous les actes officiels, que cette histoire présuppose déjà reconnus, résulta-t-il en fait d'un conflit à l'issue duquel ils mobilisèrent les masses contre l'ordre public dans un esprit révolutionnaire. Toutes les autres charges furent bientôt ouvertes aux plébéiens. Et en 300, ils obtinrent l'éligibilité au grand collège des prêtres, dont les membres utilisaient souvent la science de la volonté des dieux qu'on leur prêtait pour faire obstacle aux mesures politiques dangereuses. Pour la première fois, en 172, les deux consuls furent des plébéiens, ce qui devint fréquent par la suite. Licinius et Sextius ne peuvent avoir réussi à briser l'opposition patricienne, alors que les précédents agitateurs avaient échoué, qu'en liant les intérêts des masses à ceux de la classe restreinte à laquelle ils appartenaient eux-mêmes. Depuis 450, s'il y a quelques vérités dans la tradition analytique, et il y en a, selon toute vraisemblance, de temps à autre, les gens réclamaient à grand tri de distribution de terres et des remises de dettes. Leur clameur se faisait probablement entendre quand la misère s'aggravait par suite de mauvaises récoltes ou de campagnes désastreuses. En fait, des milliers de pauvres furent installés sur le territoire de Véies. Mais, quelques années plus tard, le sac de Rome par les Gaulois affaiblit la cité pour une génération. Le volume des dettes augmenta et il n'y eut plus de terres conquises à distribuer. On dit que Licinius et Sextius promurent des lois qui offraient de larges délais pour le remboursement des emprunts et qui limitaient l'étendue des terres publiques qu'un seul homme était en droit de cultiver. La loi restreignait sans doute également le nombre de têtes de bétail qu'on pouvait mettre en pâture sur des terres incultes. Rien ne prouve que les plébéiens durent attendre cette époque pour obtenir la jouissance des terres publiques, et cette hypothèse moderne ne me paraît guère plausible. Nous ignorons les maxima fixés par la loi de 367. La limite de 500 jugères de terres cultivables, qui était celle de 133, est trop forte si l'on considère l'étendue du territoire romain de l'époque. Elle dut être élevée par la suite. On possède quelques indices dignes de foi, d'amende, qui aurait été infligé en 298 pour sanctionner le dépassement des limites autorisées, sans parler de l'histoire selon laquelle Licinius lui-même aurait été sanctionné pour cette raison. On peut y voir, tout du moins, l'illustration d'une vérité évidente. Il n'y avait pas convergence d'intérêts entre les masses et leurs dirigeants politiques sur le plan économique, mais seulement une alliance temporaire de convenance, indispensable au succès des aspirations politiques. À partir de 366, Rome va constamment agrandir son territoire. La création de 10 nouvelles tribus en 358 et 241, qui s'ajoutèrent aux 4 déjà existantes sur le territoire de Véies, sur des terres nouvellement conquises et peuplées, la fondation d'une vingtaine de colonies latines pendant la même période, firent beaucoup pour apaiser les demandes de redistribution de terres. La classe gouvernante pouvait étancher la faim de terre ressentie par les pauvres, sans rien abandonner de ce qui lui appartenait en propre, et profitait elle-même de l'accroissement de puissance que procuraient les territoires colonisés. Pourtant, à la fin du IIIe siècle, la population était encore constituée pour moitié de gens qui ne possédaient aucune terre. Le fardeau des dettes demeurait lourd pour les petites gens. On entend parler de temps à autre de moratoire des paiements ou d'annulation d'intérêts impayés. Le taux d'intérêt légal était limité. Plus tard, tout prélèvement d'intérêt fut interdit. Cette loi se trouvait encore inscrite au Code en 89 lorsqu'un prêteur tenta de la faire observer. Cela faisait longtemps qu'elle était tombée en désuétude et peut-être même n'avait-elle jamais été appliquée. Elle n'avantageait pas même ceux qui avaient besoin de prêts. Qui aurait prêté, sinon à des amis, sans espoir de faire fructifier son capital? En 326, le nexum fut aboli. Tite-Live y voit un renouveau de liberté. Mais les effets n'en furent peut-être pas considérables. L'abolition signifiait probablement qu'il n'était plus permis de prêter de l'argent à des conditions telles que le débiteur pouvait automatiquement tomber dans la servitude et être obligé à travailler pour le créancier, s'il venait
à ne pas le rembourser en temps voulu. Il était désormais nécessaire de poursuivre le débiteur en justice. Mais s'il ne pouvait ou ne voulait pas s'acquitter de sa dette, le tribunal autorisait toujours le créancier à le traîner, chargé de chaînes, dans une prison privée. En 1816, plusieurs de ces prisonniers furent élargis pour être enrôlés dans l'armée. Pour l'homme qui, désirant conserver tous ses biens au bénéfice de sa famille, refusait de les réaliser, cela représentait une rude contrainte. À l'égard de celui qui était réellement insolvable, ce n'était rien qu'une inutile vengeance. Le fait d'avoir des dettes était presque considéré comme un crime, et Cicéron encore ne semble pas éloigné de le penser. Un créancier censé pouvait trouver déraisonnable d'emprisonner un débiteur et de subvenir, même chichement, à ses besoins. Il pouvait lui paraître préférable de l'obliger à un arrangement par lequel il travaillerait pour éteindre sa dette. Le nexum pouvait ainsi renaître sous une forme nouvelle. C'est ce qui se produisit en 63, et peut-être quelques-unes de ces vivantes descriptions que brossèrent les annalistes sur la condition des esclaves pour dette, au début de la République, dérivent-elles de ce qu'ils avaient observé en leur temps. Quant aux débiteurs qui avaient du bien, mais qui refusaient de débourser, une procédure nouvelle, mais dure, avait été élaborée à la fin du IIe siècle au plus tard, par laquelle tout ce qu'ils possédaient pouvait être vendu, cependant qu'ils perdaient eux-mêmes une grande partie de leurs droits de citoyens. Ce problème des dettes fut la cause du dernier grave conflit dans la lutte entre les ordres. Il conduisit la plèbe à faire sécession une nouvelle fois en 287. Dans la mesure où la sécession ne pouvait être une arme efficace qu'à condition d'être le fait d'hommes en âge de porter les armes, ce furent probablement les paysans propriétaires qui sentirent leurs moyens d'existence menacés. On nomma dictateur en plébéien du nom de Quintus Hortensius. Nous ignorons quelles mesures il proposa pour apaiser les sujets de mécontentement les plus pressants, mais il semble s'être agi de mesures transitoires. Il en résulta cependant un fait capital et durable. La loi qu'il fit voter, et qui concédait enfin aux comices tributes, sous la présidence des tribuns, une entière compétence législative. Désormais, la majeure partie du travail législatif revenait aux tribuns et aux tribus. Rome s'approchait un peu plus des formes de la démocratie, encore que l'importance du corps électoral et les rapports de déférence prélevant dans la société les rendissent inefficaces en pratique. Rome devenait elle-même une grande ville. En 312, le censeur Appius Claudius fit construire le premier aqueduc pour alimenter en eau la population croissante. Manius Curius en ajouta un second en 272. Appius réalisa également la première grande roue pavée, la voie appienne, de Rome à Capoue, tandis que Curius faisait drainer le lac Velino en pays sabin et établissait des milliers de colons romains sur le sol vierge. Appius était le chef d'une des plus importantes familles patriciennes, Curius un parvenu, mais tous deux paraissent avoir été des dirigeants populaires. Curius, général prestigieux et modèle de la vertu antique, alla menacer le Sénat avec une escorte armée, tandis qu'un protégé d'Appius rendait publiques les règles de procédure. Les travaux qu'il fit réaliser procurèrent des emplois, mais ce fut également le cas pour les démagogues d'époques moins reculées. Appius fut peut-être le premier à accorder le droit de vote aux affranchis, mais plus tard, les censeurs minimisèrent la portée de cette mesure en les enregistrant exclusivement dans les 4 tribus urbaines sans tenir compte de leur lieu de domicile. Dans ces tribus, le vote par tête avait moins d'influence, précisément parce qu'elles étaient les plus peuplées. Ces controverses à propos du droit de vote des affranchis montrent que le nombre des esclaves croissait de façon marquante, présage inquiétant pour l'avenir. Denis d'Halicarnasse souligna la modération dont il avait
été fait preuve dans le long conflit des ordres et qui offrait un contraste saisissant avec les révolutions sanglantes courantes dans les cités grecques. Mais qu'en était-il résulté? Dans la forme, un accroissement du contrôle démocratique qui devait s'avérer illusoire. Les plébéiens avaient été admis à la magistrature, mais, en abandonnant leur monopole, les patriciens se réservaient l'assurance de conserver entre leurs mains une part du pouvoir. Une nouvelle noblesse apparut, à laquelle seul un petit nombre de plébéiens put accéder, et qui fut aussi influente que les patriciens avaient pu l'être. Ses intérêts économiques et ses tendances oligarchiques n'étaient pas différents. L'ordre de la société demeurait inchangé dans ses fondements. Les vieux conflits sociaux ne pouvaient manquer de réapparaître. Mais il devenait plus difficile aux pauvres de se trouver des défenseurs, dès lors que les ambitions des riches plébéiens avaient été satisfaites. Alors, pendant près d'un siècle et demi, les Romains firent essentiellement tendre leur énergie vers les conquêtes, et la colonisation qui devait en résulter contribua